Aristote 2. Bon, alors, ne vous inquiétez pas du nouveau décor qui se trouve derrière moi. Je ne suis pas devenu mandarin, simplement qu'il m'a plu. J'espère qu'il vous plaira aujourd'hui. Mais vaquons tout de suite à nos affaires parce qu'elles sont compliquées. Je vous propose de compléter l'analyse de la guerre en cours par celle d'un autre de ses très grands aspects, l'économie de guerre, la question des sanctions. Bon, comme c'était un peu compliqué, on se concentre et on s'accroche. On appelle en général économie de guerre la mobilisation de l'activité civile au service des objectifs militaires. Ça comprend plusieurs volets, la concentration des ressources sur l'armement et les besoins connexes, le rationnement, l'élimination des dépendances vitales ou le blocus de l'ennemi. Ce genre de choses. Mais cette guerre présente décidément, dans ce domaine encore, de grandes nouveautés. La première, c'est que l'Ouest n'a pas besoin de transformer son économie pour produire les armements nécessaires. La seconde, c'est que la Russie est depuis l'époque soviétique, et sans discontinuer, en économie de guerre permanente, puisqu'elle consacre systématiquement à son armée le gros des ressources de sa rente minière, au détriment des infrastructures civiles et de sa population. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas le faire davantage. Troisièmement, l'indépendance entre les deux ennemis est très grande. L'Europe est le premier client, le premier investisseur, le premier fournisseur de la Russie. Mais l'Europe reste dépendante de la Russie, principalement, comme vous le savez, dans le domaine gazier, les autres ressources étant à peu près substituables, encore pas toutes, au prix d'une hausse des cours, mais c'est un autre sujet. Or, la supériorité de la défense par rapport à l'attaque que nous avions décrit la dernière fois ne se manifeste pas uniquement sur le plan des engagements militaires. L'interdépendance est inégale. En matière gazière, où la dépendance occidentale est la plus grande, la conséquence serait, certes potentiellement très douloureuse, pour une partie minoritaire, mais réelle, des pays occidentaux. Il s'agit essentiellement de l'Allemagne et de l'Italie, qui préfèrent reconstituer leur stock avant de se couper, et surtout l'Autriche, comme les anciens pays du bloc soviétique, qui resteront dépendants encore au moins 2 à 3 ans, donc après la fin de la guerre. Mais tous seront contraints d'accélérer pour leur plus grand bénéfice à terme une conversion énergétique qui leur était de toute façon nécessaire. La dépendance est en revanche entière pour la Russie, qui non seulement est vouée à perdre durablement son principal client, mais qui se trouve dans l'incapacité matérielle de réacheminer la production concernée vers des acquéreurs qui seraient situés à 11 fuseaux horaires des premiers, au risque technique de voir la production elle-même, dépourvue de flux, détériorée dans ses puits. Or, comme au jeu d'échecs, il est de l'intérêt de celui qui possède l'avantage, ici l'Ouest, d'échanger. Notons au passage que l'affaire des paiements en roubles est purement cosmétique, puisque Gazprom Bank, qui reçoit les paiements en devises, a toujours eu la faculté de les convertir en roubles, s'en abstenant uniquement par besoin de devises, de telle sorte qu'il n'y a aucune différence entre un achat de roubles par cette banque ou par ses clients européens, mais seulement une question d'orgueil, sans grand effet dans la réalité. Privée d'une partie de ses réserves de change par les confiscations, la Russie ne peut assurer ses remboursements en devises sans le paiement de son gaz en euros ou en dollars. Elle risque donc un défaut de paiement qui entraînerait des conséquences catastrophiques sur ses capacités d'emprunt et à laquelle nous ne tenons pas particulièrement non plus. Alors pourquoi l'Europe préfère-t-il justement attendre tout en se préparant? Parce que, comme le dit Clausewitz au tout premier chapitre de la guerre, la force n'exclut pas l'intelligence.
Mieux vaut frapper sans se nuire à soi-même si l'on peut. Je sais que certains pensent, mais à tort, que la guerre s'arrêterait aussitôt si le gaz cessait d'être importé. Ils se trompent, car Poutine paye ses soldats en roubles, pas en dollars. Et il jouera de toute façon son va-tout militaire dans les prochains temps, malgré son affaiblissement économique, car il n'a pas d'autre choix. Et cela, alors qu'à l'inverse, une désunion de l'Ouest, par des effets inégaux des sanctions sur les Alliés, serait tout à fait calamiteuse. En matière céréalière, ce n'est pas l'Ouest qui est dépendant de la Russie, mais le reste du monde, à savoir la partie la plus attentiste à ce jour dans cette guerre. Bien que la partie russe de ses approvisionnements saisonniers soit virtuellement assurée par le transit via des pays tiers, à commencer par l'Inde, il apparaît peu à peu au monde en voie de développement que sa propre sécurité alimentaire est conditionnée dans le futur par la diversité des sources d'approvisionnement céréaliers et donc d'abord par l'indépendance de l'Ukraine. La Russie, diplomatiquement isolée, à un degré sans précédent, je crois, s'oriente inévitablement vers un isolement croissant. D'autant plus croissant que c'est l'économie mondiale qui est affectée, à commencer par les transports maritimes, et que la pression planétaire va jouer pour le contraindre à accepter la paix de Zelensky, qui n'est pas entièrement faite pour plaire à Moscou. Bon, un mot peut-être pour finir. Le thème de la mollesse des mœurs est l'un des plus anciens de la culture européenne. Il était un peu exagéré quand les Romains se plaignaient ainsi de ce qui était en fait la fructueuse civilisation gréco-romaine. Il reste néanmoins vrai que nos mœurs sont moins rudes que certaines autres. Le consumérisme nous affaiblit incontestablement, mais notre goût du droit nous fortifie. Merci.